Avril 1945. Berlin brûle. Pas au sens figuré, au sens littéral. Des quartiers entiers en flammes. Des immeubles éventrés dont les façades tiennent encore debout comme des décors de théâtre. Vide derrière. Dans les rues, des tramways renversés servent de barricades. Les tanks soviétiques sont à 8 km du Reichstag. À la radio, on diffuse encore de la musique, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à annoncer. Et toi, tu es assis dans une cave, sur ce qui reste d'une chaise, avec un bout de papier dans les mains. Un ordre, signé, tamponné, tout à fait officiel. Le sens en est simple. Occuper le carrefour au bout de la rue et tenir la position jusqu'à nouvel ordre. Les soviétiques sont des milliers. Vous êtes 7. L'officier qui a signé cet ordre est parti depuis 2 heures se rendre aux Américains à l'ouest. Tu tiens ce papier. Tu as 22 ans. Et tu te poses la question que tu te poses depuis 4 ans, mais jamais aussi clairement qu'en ce moment. Comment j'en suis arrivé là? Est-ce que tu as déjà reçu un ordre que tu savais inutile et que tu as quand même exécuté parce que c'était plus simple que de se poser des questions? Est-ce que tu as déjà cru en quelque chose si fort que cette conviction t'a porté pendant des années jusqu'au jour où tu as levé la tête et vu où elle t'avait conduit? Et la question la plus difficile, celle à laquelle cette histoire va répondre progressivement jusqu'à la dernière image. Qu'est-ce qu'il reste d'un homme quand on lui prend tout? Son pays, sa victoire, le sens de ce qu'il a fait, et qu'on lui laisse un seul choix, mourir pour quelque chose en quoi il ne croit plus, ou survivre avec le poids de tout ce qu'il a vu. C'est l'histoire de Karl Mayer, soldat de la Wehrmacht, simple fantassin, ni criminel de guerre, ni héros. Un homme que l'histoire a pris à 18 ans et recraché à 22, méconnaissable, depuis le début. Tu es né en 1923 à Munich dans une famille d'artisans. Ton père s'appelle Wilhelm. Il tient un petit atelier mécanique sur la Schleißheimerstrasse. Ses mains sont perpétuellement noires de cambouis. Il ne les récure jamais complètement. Et quand il s'assoit à table le soir, les traces restent sur le pain qu'il coupe. Tu te souviens de ça. Curieusement, c'est l'une des premières images qui te revient quand tu penses à l'avant-guerre. Ces traces noires sur la mie blanche. Ta mère enseigne dans une école primaire. Le soir, elle lit à voix haute. Schiller, Goethe, parfois des choses plus simples tirées de revues. La maison est petite, mais chaude. Tu as 2 frères. Hans, de 6 ans, ton aîné, et Paul, qui a 8 ans quand tu en as 15. Munich en 1938, ce n'est pas n'importe quelle ville allemande. C'est là que tout a commencé. C'est là qu'en 1923, Hitler a tenté son putsch raté. C'est là qu'en septembre 1938, Chamberlain atterrit pour signer l'accord qui doit, dit-on, sauver la paix en Europe. Tu as 15 ans. Tu es en classe. On vous annonce la nouvelle comme une victoire. À l'école, les manuels ont changé depuis quelques années. L'histoire y ressemble à autre chose que ce que ton père racontait. Dans ces manuels, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre de 1914. Elle a été trahie. De l'intérieur. Par des politiciens, des spéculateurs, des ennemis invisibles. C'est une distinction cruciale, et on te l'explique avec une telle conviction, une telle répétition, que tu finis par y croire. Non pas parce que tu es naïf, parce que c'est ce que disent tes professeurs, la radio, les affiches dans les rues, et tous les adultes autour de toi. Quand tout le monde dit la même chose, il faut une force particulière pour douter. À 15 ans, cette force, tu ne l'as pas encore. À 12 ans, on t'a inscrit aux jeunesses hitlériennes, comme tout le monde. Les randonnées, les feux de camp, les chants, les compétitions sportives. Tu aimais ça. Tu aimais appartenir à quelque chose de grand. Tu aimais avoir un uniforme, des camarades, un but partagé. C'est un sentiment humain tout à fait ordinaire, et c'est précisément ce sentiment qu'on utilisait. En 1939, l'Allemagne entre en Pologne. La radio annonce victoire après victoire. Ton frère Hans s'engage comme volontaire. Il revient 3 mois plus tard avec la croix de fer et des récits d'une facilité déconcertante.
Les soldats polonais qui se débandaient, les colonnes allemandes qui avançaient sans résistance sérieuse. L'Allemagne grande à nouveau. Tu regardes Hans et tu penses « Moi aussi je veux ça ». Tu as 16 ans. En 1941, tu en as 18. L'Allemagne vient d'ouvrir le front le plus gigantesque de toute l'histoire militaire. Et ta feuille de mobilisation est déjà sur la table de la cuisine. Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'Union soviétique. 3 millions de soldats lancés simultanément sur une ligne de front qui s'étend de la mer Baltique à la mer Noire. 3000 chars, 700 000 chevaux, 3 groupes d'armées progressant en éventail vers le nord, le centre et le sud. C'est l'opération Barbarossa, la plus grande offensive terrestre de l'histoire humaine, record qui tient encore aujourd'hui. Tu es affecté au groupe d'armées centre, direction Moscou. Les premières semaines ressemblent à ce que Hans t'avait décrit en revenant de Pologne. Les unités soviétiques sont désorganisées, surprises, incapables de former des lignes de défense cohérentes. Staline avait reçu des dizaines d'avertissements sur l'imminence de l'attaque, des renseignements britanniques, des espions soviétiques en Europe, même des déserteurs allemands. Il avait refusé d'y croire, convaincu qu'Hitler ne pouvait pas se permettre une guerre sur 2 fronts. Le résultat, l'armée rouge est prise totalement au dépourvu. Les colonnes allemandes avancent à une vitesse que les états-majors eux-mêmes n'avaient pas anticipée. Minsk tombe en 1 semaine, Smolensk en 1 mois. Tu roules sur un camion à travers les forêts biélorusses et tu penses « Hans avait raison ». Mais tu remarques quelque chose dont personne ne parle ouvertement. Quand la colonne traverse les villages, les gens regardent, simplement regardent. Sans peur visible, sans geste d'accueil. Un regard tranquille, fermé, impossible à déchiffrer. Comme des gens qui ont déjà vu des occupants avant et qui savent qu'il faut laisser passer l'orage. Ce regard-là, tu ne l'oublieras pas. Septembre, octobre, la progression ralentit. Les pluies d'automne commencent. Les routes, si on peut appeler ça des routes, se transforment en boue. Pas la boue que tu connais à Munich après une averse, une autre substance qui n'a pas de nom exact en allemand. Les Russes l'appellent Rasputitsa, la saison sans route. Les chars s'y enfoncent jusqu'à la tourelle, les camions jusqu'à la cabine. Les chevaux y meurent par dizaines. Le ravitaillement, qui devait suivre les colonnes à quelques dizaines de kilomètres, se retrouve bloqué à des centaines. Novembre, la première neige. Tu portes encore l'uniforme d'été. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une exagération rétrospective. L'état-major avait planifié une campagne de 6 à 8 semaines, Moscou avant l'hiver, la guerre terminée avant le froid. Le matériel d'hiver n'avait donc pas été prévu. Des soldats enveloppent leurs pieds dans des journaux. Ils prennent les vêtements sur les morts, soviétiques, allemands, peu importe. En décembre 1941, les éléments avancés du groupe d'armées centre aperçoivent les clochers de Moscou dans leurs jumelles. 20 kilomètres jusqu'au Kremlin. Et c'est là que l'armée rouge contre-attaque. Pas les restes des divisions disloquées de juin. Des unités fraîches transférées d'Extrême-Orient. Staline avait reçu l'assurance, via ses réseaux de renseignement au Japon, que Tokyo n'attaquerait pas la Sibérie soviétique. Des hommes en blanc, à ski, entraînés pour combattre par moins 30 degrés, ce qui pour eux est une température de travail normale. Les positions allemandes s'effondrent. Le groupe d'armées centre recule pour la première fois depuis le début de la guerre. Tu es couché dans la neige près de Volokolamsk. Tes pieds, tu ne les sens plus depuis plusieurs jours, et tu évites de vérifier pourquoi. À côté de toi, ton camarade Fritz agonise. Pas d'une balle, d'une gelure qui a gangréné. Il meurt sans crier, lentement, comme on s'endort, et c'est pire que tout ce que tu avais imaginé. Pour la première fois depuis 6 mois, une pensée s'installe dans ta tête sans que tu l'en chasses aussitôt. Ce n'est peut-être pas pour quelques semaines. L'hiver 1941 à 1942 s'achève sans victoire décisive d'aucun côté. La ligne de front se stabilise à quelques centaines de kilomètres de Moscou. L'Allemagne tient ses positions, mais elle n'avance plus. Au printemps 1942, le commandement allemand réévalue. Moscou est mise en attente. Le nouvel objectif est au sud. Le pétrole du Caucase,
sans lequel la machine de guerre du Reich ne peut pas continuer à fonctionner. Pour atteindre le Caucase, il faut contrôler la Volga. Et sur la Volga se trouve une ville dont le nom va devenir, dans les mois qui suivent, synonyme du tournant de la guerre. Stalingrad. La ville a une importance stratégique réelle, grand nœud de transport fluvial et ferroviaire. Mais il y a une autre raison que personne ne formule dans les ordres officiels. La ville porte le nom de Staline. Hitler veut la prendre. Pas seulement pour des raisons militaires, pour ce que ça signifie. Cette décision va coûter la vie à plus de 300 000 soldats allemands. Tu es intégré à la 6e armée sous le commandement du général Friedrich Paulus. En août 1942, vous entrez dans Stalingrad. Ce qui se passe alors ne ressemble à rien de ce que tu as vécu depuis le début de la guerre. En rase campagne et dans les forêts, la tactique allemande était parfaite. Mouvement rapide, encerclement, destruction avant que l'ennemi ait le temps de se réorganiser. Dans une ville, rien de tout ça ne fonctionne. Chaque immeuble est une forteresse, chaque étage un champ de bataille distinct. Le commandement soviétique a développé une tactique que ses officiers appellent en interne « embrasser l'ennemi ». Coller si près des positions allemandes que l'aviation et l'artillerie ne peuvent plus intervenir sans tuer les leurs. La ligne de front dans Stalingrad passe par des cages d'escalier. Tu te bats pendant 3 semaines pour un grand magasin. Premier étage, allemand. Deuxième, soviétique. La nuit, quelqu'un tente de prendre l'escalier. Le matin, tout est revenu à la case départ. Tu ne sais plus combien de fois. En novembre 1942, l'armée rouge fait ce que l'état-major allemand jugeait impossible. Elle frappe non pas à l'intérieur de Stalingrad, mais autour. L'opération Ouranos. 2 armées percent les flancs, tenues par des unités roumaines et hongroises, sous-équipées, épuisées, et referment l'étau derrière la ville. 330 000 soldats allemands se retrouvent encerclés. Hitler interdit la percée. Paulus demande l'autorisation à plusieurs reprises. Refus à chaque fois. Le ravitaillement aérien promis arrive en quantité infime par rapport aux besoins. L'hiver s'installe, aussi brutal que l'année précédente. Les hommes meurent de faim aussi vite que des blessures. En janvier 1943, tu reçois un éclat d'obus dans l'avant-bras droit. L'os est intact, mais le muscle est touché et l'infection s'installe vite dans ces conditions. Tu es évacué par les airs dans les dernières semaines avant la reddition finale, l'un des derniers avions à partir avant que les soviétiques ne ferment définitivement la poche aérienne. Le 2 février 1943, la 6e armée capitule. Sur 330 000 hommes encerclés, 91 000 survivent assez longtemps pour se rendre. La grande majorité mourra dans les camps soviétiques dans les mois suivants, de maladies, de froid, d'épuisement. Moins de 6 000 rentreront un jour en Allemagne, en 1955, 12 ans après la capitulation. Toi, tu es dans un hôpital de campagne à Kharkov, le bras en écharpe, le plafond blanc au-dessus de toi. La rééducation dure 4 mois, 2 à Kharkov, 2 dans un hôpital de réserve en Pologne occupée. C'est la première fois depuis ton incorporation que tu as du temps. Du temps pour ne rien faire d'autre que rester allongé et penser. Tu penses à Fritz, mort de gelure sous Moscou. Tu penses aux soldats de Hambourg. Tu n'avais jamais demandé son nom. Tu es dans ce grand magasin de Stalingrad. Tu penses à l'odeur de l'atelier de ton père, à la voix de ta mère qui lisait Schiller le soir, et tu penses aux garçons des jeunesses hitlériennes qui voulaient appartenir à quelque chose de grand. Tu n'arrives plus très bien à le reconnaître. En juin 1943, tu es déclaré apte au service. Tu rejoins une unité reconstituée sur le front de l'Est, ce qui reste du groupe d'armée sud, en cours de réorganisation après la catastrophe de Stalingrad. L'état-major allemand tente une dernière fois de reprendre l'initiative. L'opération Citadelle, juillet 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, dans le saillant de Koursk. Les Allemands ont concentré tout ce qu'ils avaient, leur nouvelle division blindée, les chars Tigre et Panthère, 800 000 hommes. Le renseignement soviétique a eu connaissance de l'offensive des semaines à l'avance.
Staline et ses généraux ont préparé une défense en profondeur, plusieurs lignes successives, des champs de mines, des milliers de pièces d'artillerie anti-chars. L'offensive allemande s'embourbe en une semaine. Pour la première fois depuis juin 1941, l'Allemagne lance une grande offensive et échoue avant même d'avoir percé la première ligne ennemie. Après Koursk, il n'y a plus qu'une direction, l'ouest. Lentement, en se battant à chaque kilomètre, mais uniquement vers l'ouest. Tu traverses l'Ukraine en retraite. Les mêmes villages que tu avais traversés 2 ans plus tôt en sens inverse. Les mêmes routes de terre, les mêmes forêts de bouleaux, les mêmes habitants qui regardent depuis leur porche. Sauf que maintenant, ils regardent différemment. Sans haine particulière, avec quelque chose de plus difficile à supporter. Une satisfaction tranquille, presque imperceptible. Ton commandant de section s'appelle le lieutenant Brandt, bavarois, 28 ans, instituteur dans le civil. Un soir d'octobre 1943, vous êtes assis autour d'un feu. Le genre de moment où l'obscurité autour donne l'impression qu'on peut dire ce qu'on pense. Brandt parle à voix basse, sans dramaturgie particulière, comme quelqu'un qui énonce un fait qu'il a longtemps examiné sous tous les angles. Karl, nous allons perdre cette guerre. Ce n'est pas une question. La seule question, c'est quand et à quel prix. Tu ne réponds pas, parce que tu n'as rien à répondre. Parce qu'il a raison, et que tu le sais depuis Koursk, peut-être depuis Stalingrad, peut-être depuis plus longtemps. Et que le dire à voix haute, même ici, même dans le noir, est encore quelque chose que tu ne peux pas faire. Le feu crépite, vous restez silencieux. En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. L'Allemagne se bat désormais sur 2 fronts immenses. La logique de la situation est évidente pour n'importe qui regarde une carte. Ton père t'écrit. La première lettre depuis 6 mois. Le service postal fonctionne de plus en plus mal. Il dit que tout va bien à la maison, que Paul a grandi, que l'atelier tourne encore. La lettre fait 2 pages. La dernière phrase est courte. Rentre vivant. Le reste n'a pas d'importance. Tu plies la lettre et tu la glisses dans la poche intérieure de ta capote. Elle restera là jusqu'en avril 1945. En janvier 1945, Brandt meurt pas de Varsovie lors d'un bombardement d'artillerie. Tu n'es pas là quand ça arrive. Tu l'apprends par quelqu'un de la section, brièvement, entre 2 mouvements. Il n'y a pas le temps de s'arrêter. En janvier 1945, l'armée rouge franchit la Vistule et entre en Prusse orientale et en Pologne. En février, elle force le passage de l'Oder. Berlin est à 70 km. Tu reçois l'ordre de rejoindre les unités de défense de la capitale. Berlin en mars 1945 n'est déjà plus tout à fait une ville normale. Les bombardements alliés durent depuis des années. Américains le jour, britanniques la nuit. Des quartiers entiers sont en ruine. Les Berlinois ont appris à vivre en cave. Les tramways circulent encore sur certaines lignes, par intermittence, comme une habitude dont personne ne sait plus très bien pourquoi on la maintient. Le 16 avril 1945, l'offensive soviétique finale commence. 2 500 000 soldats, plus de 6 000 chars, 41 000 pièces d'artillerie et de mortiers. Face à eux, pour défendre Berlin, environ 85 000 soldats de la Wehrmacht et des Waffen-SS encore opérationnels, auxquels s'ajoutent les unités du Volkssturm, la milice populaire levée en catastrophe depuis l'automne 1944, composée d'hommes de plus de 50 ans et de garçons souvent à peine sortis de l'enfance. Le Volkssturm, c'est ce qu'on appelle la convocation de la dernière heure. Ces hommes reçoivent un Panzerfaust, un lance-roquettes anti-char à usage unique. Une explication de 30 minutes sur son fonctionnement et l'ordre d'aller tenir une rue. En 6 jours, les Soviétiques percent toutes les défenses extérieures. Le 22 avril, l'encerclement de Berlin est complet. C'est ton 2e encerclement. Le premier était Stalingrad. La différence, c'est qu'à Stalingrad, tu croyais encore, au début, qu'on viendrait vous dégager. Ici, tu ne crois plus rien de tel. La situation à l'intérieur du chaudron est chaotique. Les communications fonctionnent par intermittence. Les ordres se contredisent d'une heure à l'autre. Les officiers disparaissent, certains tués,
D'autres partis à l'ouest se rendre aux Américains tant qu'il en est encore temps. On rapporte que dans les bunkers du quartier général, des officiers en uniforme impeccable continuent de déplacer des drapeaux sur des cartes avec des divisions qui n'existent plus. Ton nouveau commandant, un certain Major Holtz, que tu as vu en tout 3 fois depuis ton affectation, te convoque un matin dans ce qui reste d'un bureau au rez-de-chaussée d'un immeuble à moitié effondré. Il te remet un ordre écrit. Occuper le carrefour de la Karl-Schorster-Strasse avec ta section et tenir jusqu'à nouvel ordre. Signature, tampon, tout à fait officiel. Holtz part dans la demi-heure qui suit, direction l'ouest. Tu te retrouves dans la cave avec 6 hommes autour de toi. Werner a 18 ans. Il est de Dresde, une ville qui n'existe plus vraiment après le bombardement de février. Il ne l'a pas mentionné. Tu l'as appris par quelqu'un d'autre. Hans-Peter a 16 ans. Il appartient aux unités des jeunesses hitlériennes intégrées à la défense de la ville. Des garçons entraînés depuis l'enfance au maniement des armes, endoctrinés plus profondément encore que ta propre génération, et qui tiennent leur Panzerfaust avec la raideur de quelqu'un qui ne sait pas tout à fait quoi en faire. Les 3 autres s'appellent Dieter, Erich et Schmidt. Un prénom de famille qui pourrait être aussi bien un prénom ou un surnom, tu ne sais pas. Et tu t'aperçois que tu ne le leur as pas demandé. C'est un mauvais signe. Ça fait longtemps que tu as arrêté de demander les noms. Le grondement de l'artillerie n'a pas cessé depuis 10 jours. La terre tremble par intermittence. De la plâtre tombe du plafond en fine poussière blanche. Tu tiens l'ordre dans les mains. Tu penses à Werner, 18 ans. Tu penses à Hans-Peter, 16 ans, avec son Panzerfaust. Tu penses à Brandt qui avait dit « La seule question, c'est quand et à quel prix ». Tu penses à la lettre de ton père dans ta poche intérieure. Tu n'as pas besoin de la relire, tu la connais par cœur. Rentre vivant, le reste n'a pas d'importance. Tu regardes l'ordre encore une fois, puis tu le plies soigneusement, avec soin, comme si ça avait encore de l'importance. Tu lèves les yeux vers les 6 hommes. « On part vers l'ouest, tu dis. On se rend aux Américains. » Silence. Werner se lève le premier. Pas de discussion, pas de question. Les autres le suivent. Hans-Peter hésite une seconde seulement, et se lève aussi. Vous sortez de la cave dans la nuit. Berlin brûle derrière vous. Devant, l'inconnu, la captivité. Une longue route vers quelque chose qui n'a pas encore de nom. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se tire une balle dans la tête dans son bunker, à 2 kilomètres du carrefour que tu devais tenir. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. Tu rentres à Munich en août 1945. Une partie de la ville est en ruine. L'atelier de ton père a survécu. Il est dans un quartier que les bombes ont épargné, par hasard, par la logique incompréhensible des bombardements. Ton père a vieilli de 20 ans en 4 ans. Paul est grand, 19 ans maintenant. Assez grand pour avoir été appelé dans les toutes dernières semaines. Assez chanceux pour n'avoir pas combattu. Hans est rentré avant toi, depuis un camp de prisonniers soviétiques, amaigri, silencieux d'une façon qui n'était pas sa façon d'avant. Vous êtes à table pour la première fois depuis 6 ans, tous les 4. Personne ne parle de la guerre. Ce n'est pas une décision consciente, c'est simplement que les mots manquent, ou que ceux qui existent ne semblent pas à la hauteur de ce qu'il faudrait dire. Ton père coupe le pain. Les traces de cambouis restent sur la mie, comme toujours. Tu regardes ça. Tu penses à Werner. Il a survécu, tu le sauras plus tard par une lettre. Il s'est reconstruit à Dresde, reconstruite. Tu penses à Hans-Peter. Tu ne sauras jamais. Tu penses à Fritz, mort de gelure sous Moscou à 20 ans. Aux soldats de Hambourg, dont tu n'as jamais su le nom. Tu penses au garçon de 16 ans qui regardait son frère rentrer de Pologne avec une croix de fer et qui pensait « Moi aussi je veux ça ». Ce garçon, tu ne le détestes pas. Tu ne pourrais pas, c'était toi. Mais tu ne le reconnais plus non plus. Entre ce garçon et l'homme assis à cette table, il y a Volokholamsk, Stalingrad, la retraite d'Ukraine, Berlin. Il y a Fritz, il y a Brandt. Il y a un ordre plié en 4 dans une cave. La guerre n'a pas fait de toi un héros. Elle n'a pas fait de toi un monstre.
Elle a pris un garçon de 18 ans, avec ses convictions, son enthousiasme, sa foi dans quelque chose de grand. Et elle a rendu un homme de 22 ans qui sait exactement ce que valent les ordres écrits, les tampons officiels et les grandes causes qui envoient les autres mourir en premier. Ce qu'il en fait, c'est son affaire. Personne ne peut le lui apprendre. Le pain sur la table, les traces noires sur la mie blanche, c'est tout ce qui reste, pour l'instant. Et pour l'instant, c'est suffisant.